D'Emma Derol, bienvenue à tous dans cette nouvelle émission. Lorsqu'un Breton découvre pour la première fois l'histoire de la Bretagne, il se rend compte avec quelle naïveté il a pu croire à ce qui lui a été enseigné par l'État français. Tout comme la Bretagne, dont un roman national républicain a dissimulé l'histoire, de nombreux autres territoires aujourd'hui dits français sont le résultat de conquêtes militaires ayant dépossédé des peuples et des pays de leurs droits et de leurs libertés. Chambéry, Annecy, Aix-les-Bains, Évian, Chamonix, Thonon, La Clusaz, Megève, Albertville, Val d'Isère ou encore Tignes, tout le monde connaît ces villes. Mais qui sait aujourd'hui qu'elles font partie d'un État que la France a annexé? Très peu de monde. Et pourtant, tout comme la Bretagne que la France a annexée en 1532, l'État de Savoie l'a seulement été en 1860. Pour qu'il nous apprenne l'histoire de son pays, qu'il défend avec beaucoup de courage et de conviction, nous avons décidé de nous entretenir auprès de Fabrice Dugerdil, un indépendantiste savoisien, militant des droits de l'homme, qui a été condamné en décembre 2014 à une peine de 3 mois de prison ferme effectuée en janvier 2015 dans des circonstances et des conditions peu reluisantes pour le pays qui aime à se présenter comme celui des droits de l'homme. Avant de lui poser toutes nos questions, et afin de pouvoir découvrir avec Fabrice des points précis de l'histoire de son pays, nous allons la résumer. En tout premier, il est indispensable de comprendre et d'apprendre ceci. Le nom de Savoie a été utilisé durant l'histoire pour nommer deux territoires géographiques très différents. La première définition du nom propre Savoie désigne l'État de Savoie, un État dont la surface territoriale correspond à celle des départements dits français de Savoie et de Haute-Savoie. La seconde utilisation du nom Savoie a été donnée au royaume des États de Savoie, un grand royaume disparu dont l'État ducal de Savoie n'était qu'un seul des États formant ce grand royaume qui s'étendait du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée et dont plusieurs de ces anciens États font aujourd'hui partie de l'Italie. L'histoire de la Savoie, du royaume des États de Savoie et enfin de l'Italie moderne est liée à l'histoire d'une famille savoisienne devenue puissante au XIIe siècle, celle des comtes de Maurienne, qui fonda une dynastie nommée Maison de Savoie, dont les descendants devinrent ducs de Savoie, rois des États de Savoie et enfin au XIXe siècle, rois d'Italie. Mais revenons d'abord au tout début de l'histoire de la Savoie. C'est en l'an 436 qu'il est pour la première fois fait référence au territoire de la Savoie désigné sous le nom de Sabodia, qui signifie le pays des sapins. Au VIe siècle, les Francs anéantirent un royaume dont faisait partie la Savoie, nommé Royaume de Bourgogne, et ils occupèrent en grande partie la Savoie, que Charlemagne au 8e siècle structura en 7 baronnies. Au 9e siècle, alors que la Bretagne affronte les Vikings et l'Italie les Hongrois, la Savoie est à plusieurs reprises et jusqu'au XIIe siècle pillée par des Sarrasins. Durant cette période, les Savoisiens ne recevant aucune aide des rois francs et empereurs germains ayant dirigé leur pays, s'occupent de construire son indépendance. Ils élèvent des châteaux pour résister, rendent la justice, lèvent des impôts et frappent leur monnaie. En 1024, en récompense de l'aide guerrière apportée par la Savoie au Saint-Empire germanique contre le Second Royaume de Bourgogne, l'empereur Conrad II le Salique, roi de Francie orientale, la Germanie, fit de la Savoie un comté et donna à Humbert au Blanchemin le premier titre de comte de Savoie. C'est également lors de la venue d'un autre empereur du Saint-Empire germanique, Sigismond Ier, roi de Germanie, de Hongrie et de Bohême, qu'en 1416, le comté de Savoie est fait duché et qu'Amédée VIII devient le tout premier duc de cet état ducal. En 1467, les duchés de Bretagne, de Savoie, de Normandie, de Bourgogne et de Calabre, en Italie, ainsi que la Confédération de Berne, en Suisse, concluent un traité d'alliance perpétuelle dans lequel ils prêtent serment de neutralité offensive et d'entraide en cas d'invasion de l'un d'entre eux.
Les signataires pour nos pays de ce traité, le duc François II, père d'Anne de Bretagne, ainsi que le duc Amédée IX et son épouse Yolande de France, redoutaient à raison la France. Ce traité n'a pas pu préserver nos pays, mais sa validité en tant que traité international représente encore aujourd'hui, pour beaucoup, une symbolique forte entre nos nations. Les livres d'histoire français ont dissimulé l'histoire de la Savoie, tout autant qu'ils ont dissimulé celle du royaume des États de Savoie en les désignant sous d'autres noms. Royaume de Savoie-Sardaigne, royaume de Piémont-Sardaigne ou encore État sarde. Mais une chose encore aujourd'hui ne trompe pas, plusieurs régions européennes depuis cette époque ont conservé pour drapeau celui de la Savoie, drapeau fait d'une croix blanche sur fond rouge, presque identique au drapeau de la Suisse, mais dont la croix le traverse de part en part. Au plus fort de sa puissance, le royaume des États de Savoie était constitué de nombreux pays qui aujourd'hui, sur les cartes, ne sont plus qu'italiens ou français. L'État de Sardaigne, île italienne qui a conservé son nom, la principauté du Piémont, le comté d'Asti, la seigneurie de Versailles, les marquisats de Salus et de Montferrat devenus la région italienne du Piémont, le comté de Loano, le duché de Gênes, les fiefs impériaux et la principauté d'Oneille, la région italienne de Ligurie, le duché d'Aoste, aujourd'hui Val d'Aoste italien, le duché de Milan, devenu région italienne de Lombardie, et enfin le comté de Nice, qui, comme l'État de Savoie, est le second des États annexés en 1860 par la France et renommé département des Alpes-Maritimes. En 1536, 4 années seulement après l'annexion de la Bretagne par la France, François Ier, en route pour mener la guerre à l'Italie, annexe militairement l'État de Savoie qu'il raccroche à la province française du Dauphiné. La résistance à l'invasion française des autres États de Savoie, ceux d'Aoste, de Nice, d'une partie du Piémont et du Verceuil, fait que les États de Savoie ne cèdent pas et qu'en 1559, ils obtiennent par le traité de paix du Cateau-Cambrésis la libération de l'État de Savoie après 23 années d'occupation française. 1562 est un tournant dans l'histoire de la Savoie, car le duc Emmanuel Philibert de Savoie transfère la fonction de capitale du royaume des États de Savoie, depuis toujours détenue par la ville savoisienne de Chambéry, à la ville de Turin, dans la principauté du Piémont. En 1588, Charles-Emmanuel Ier de Savoie est décidé à mener une politique expansionniste. Il annexe l'enclave sous autorité française du marquisat de Salus, ce qui provoque l'entrée en guerre du roi de France Henri IV qui envahit la Savoie en 1600. Pour que la France accepte d'enlever ses troupes, les États de Savoie sont contraints de signer en 1601 le traité de Lyon et doivent se plier à l'annexion par la France de plusieurs de leurs pays, la Bresse, le Bugey, les comtés de Gex et de Valromey, ainsi que tout le cours du Rhône depuis Genève, en contrepartie de quoi la France accepte l'annexion savoisienne du marquisat de Salus. Charles-Emmanuel Ier continue ses projets guerriers et se lance en 1602 à l'assaut de Genève où il subit une nouvelle défaite. Il décède en 1630 en laissant à son fils Victor-Amédée Ier des pays ruinés par la guerre et une nouvelle fois occupés par la France, Louis XIII conseillé par Richelieu ayant envahi la Savoie au motif de soi-disant alliance anti-française, une occupation militaire d'1 an qui prend fin par la signature du traité de Cherasco. Il est intéressant de remarquer que cette même France, qui sous Richelieu assassinait sur son sol calvinistes et luthériens protestants, prétendument pour des motifs religieux, s'alliait ailleurs à d'autres protestants par expansionnisme pour massacrer des catholiques. Ce fut le cas lors de ce siècle dans le Bugey qui a subi des violences inouïes. En 1705, la France, qui veut réunir les couronnes d'Espagne et de France pour ne former qu'un seul grand royaume, attaque à nouveau les États de Savoie. Elle occupe Nice, la Savoie, cerne le Piémont, mais les États de Savoie appuyés des Autrichiens remportent la victoire. La France et l'Espagne, perdantes, doivent signer en 1713 le traité d'Utrecht. L'Espagne doit donner aux États de Savoie la Sicile et une partie du duché de Milan. La France, quant à elle, doit donner une partie de la province dauphinoise, celle du Val de Suse. À la suite de cette victoire, le duc Victor-Amédée II de Savoie prend le titre de roi de Sicile en 1713, puis échange
au mépris du consentement des peuples, cette île à l'Autriche en 1720 contre la Sardaigne. En 1720, Charles-Emmanuel III de Savoie abolit l'Ancien Régime dans le royaume des États de Savoie et supprime les pouvoirs féodaux. Mais il s'oppose à la tournure que prennent les événements de la Révolution française de 1789, refuse de recevoir l'ambassade française de la République et ouvre ses États aux émigrés français. La France lance alors sur la Savoie en 1792 15 000 soldats et l'abbé Grégoire déclare à la Convention le 27 octobre de la même année à Paris l'annexion de l'État de Savoie qu'elle renomme département du Mont-Blanc. Nice subit le même sort et est annexé le 31 janvier 1793, nommé pour la première fois de son histoire département des Alpes-Maritimes. Les paysans de Savoie, frappés à leur tour par la terreur révolutionnaire française, se soulèvent contre son autorité. En 1793, pour réponse, une partie des clochers de Savoie est rasée, les cloches en bronze fondues, les croix publiques détruites et les religieux réfractaires déportés. On trouve, dans le livre en 2 tomes de l'histoire de la persécution religieuse en Bretagne, écrit par l'abbé Trévaux du Fraval, en fin du premier volume, le récit de ce qu'a subi un groupe de religieux savoisiens déportés dans notre capitale ducale de Nantes, qu'ils entassèrent avec des prêtres du département breton des Côtes du Nord, mourant sur des bâtiments flottants. En 1814, Napoléon Ier, en guerre contre les États de Savoie, oblige Victor-Amédée III à signer le traité de Paris dans lequel il impose pour partie aux États de Savoie de reconnaître la souveraineté française sur l'État de Savoie et celui de Nice, mais en 1815, Napoléon ayant perdu à Waterloo et la Savoie s'étant soulevée, Victor-Amédée III peut réviser les conditions de ce traité. Après 23 nouvelles années d'occupation française, la Savoie et le comté de Nice sont à nouveau libres. En 1848, les États italiens, encore sous le joug de l'Autriche, encouragés par les sociétés secrètes dites des Lumières, débutent une guerre d'indépendance que les États de Savoie décident de soutenir en leur apportant une aide militaire au mois de mars. Le problème de l'unité italienne est un vieux débat et le royaume des États de Savoie ne dissimule pas ses ambitions expansionnistes, celles de s'emparer de territoires italiens qui ne lui appartiennent pas. En 1858, et dans ce but, l'empereur français Napoléon III rencontre Camillo Cavour, le président du Conseil du royaume des États de Savoie, à Plombières, en secret. Ni les Savoisiens, ni les Niçois ne doivent l'apprendre, car un accord est conclu à leur détriment. Contre l'aide militaire de la France, sollicitée pour conquérir l'Italie, les États de Savoie ont prévu de donner à la France Nice et la Savoie, à la manière dont Victor-Amédée II avait échangé en 1720 Sicile contre Sardaigne. En 1859, l'Autriche entre en guerre contre les États de Savoie, et en 1860, les troupes françaises de Napoléon III entrent en Italie, comme on peut le lire dans le livre de Jean-Marie Desguigné, Mémoire d'un paysan bas-breton, un breton colonisé devenu soldat de l'Empire français. La version officielle de l'histoire est que Napoléon III, qui avait publiquement promis de libérer toute l'Italie de l'emprise des Autrichiens, une fois ses troupes arrivées dans le royaume des États de Savoie, dans le duché de Milan, menace Victor-Emmanuel II de Savoie d'annexer ce duché et de n'apporter aucune aide à l'Italie contre l'Autriche, à moins que les États de Savoie autorisent l'annexion française du comté de Nice et du duché de Savoie. En réalité, ce n'était pas un chantage militaire, mais depuis 1858 à Plombières, un accord politique secret. Giuseppe Garibaldi, natif de l'État de Nice et farouche défenseur d'une Italie libre et unifiée, déclara ceci, je cite, « Je ne reconnais à aucun pouvoir sur terre le droit d'aliéner la nationalité d'un peuple indépendant et je proteste contre la violence faite à Nice avec la corruption et la force brutale en me réservant pour moi et mes concitoyens le droit de revendiquer mon pays natal pour que le droit des gens ne soit pas une vaine parole. » C'est sous les prétendues conditions dictées par Napoléon III que Victor-Emmanuel II signe le traité de Turin de 1860, faisant de lui, dès 1861, le premier roi d'une Italie moderne renaissante, construite sur l'échange consenti à la France de 2 populations et de 2 États. À cette époque,
Le consentement des peuples à leur destin national étant largement entré dans les mœurs européennes, le traité de 1860 incluait deux clauses. La première étant que l'annexion de l'État de Savoie et de l'État de Nice par la France ne pourrait se faire qu'à la condition qu'elle soit librement consentie par les populations concernées en vertu d'un référendum. La seconde condition étant que l'État de Savoie pourrait conserver les zones franches établies en 1815. Comme les travaux du docteur en droit Louis Mélènec en ont fait la claire démonstration, quel que soit le pays, et parce qu'aucune nation n'a le droit d'arbitrairement en confisquer une autre, nous allons demander, entre autres, à Fabrice Dugerdil dans quelles conditions s'est déroulée en 1860 la prétendue consultation du peuple savoisien lors du référendum ayant entraîné cette troisième annexion. Demain dehors, Fabrice. Bonjour Erwan, adieu comme on dit chez nous. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer comment vous avez découvert votre identité, découvert que vous n'étiez pas français mais savoisien? Ça s'est fait quand j'étais jeune, dans les années 90, 90. Ça commençait déjà un petit peu en troisième. L'histoire de France ne me passionnait pas énormément et par contre j'étais très intéressé sur l'histoire de la Savoie. Et avec la Ligue savoisienne ensuite, j'ai pu découvrir vraiment la réelle histoire de la Savoie. Elle commence au début du deuxième millénaire, en 1020. Elle est très riche, elle a apporté beaucoup de choses au monde aussi. On a d'abord commencé par un comté, ensuite on est passé sur un duché, on a fini en royaume. Nous sommes le pays qui avons reconnu Monaco, par exemple. Et aujourd'hui, la France ne peut pas mettre la main mise sur Monaco, c'est un peu grâce à nous. Et en discutant avec d'autres Savoisiens, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'affinité avec ces personnes qui avaient des Français. Aussi bien par rapport à notre engagement sur les montagnes, sur notre histoire, sur tout ce qui a vraiment attrait à la Savoie. Comment a été organisé le référendum d'annexion par la France de la Savoie en 1860? Nous avons eu la première propagande électorale de toute l'histoire, puisque la propagande française a commencé le 1er mars 1860, avant même que l'on sache que les Savoisiens allaient voter et que le traité n'a été signé que le 24 mars 1860. Les habitants de la Savoie, aussi bien savoisiens que sardes, ne voulaient pas de l'annexion de la France, surtout pour la Savoie du Nord, qu'on appelle aujourd'hui la Haute-Savoie, le Chablais et le Fautigny plus précisément. Et donc, des pétitions avaient été faites pour que ces territoires soient rattachés plus à la Suisse qu'à la France. La France, ne le voyant pas d'un bon œil, a fait changer ce qu'on appelait les syndics à l'époque, l'équivalent des maires aujourd'hui, pour que toutes les personnes influentes en Savoie fassent voter la population pour la France. Les femmes n'avaient pas le droit de vote encore à cette époque-là. Il n'y avait que les hommes de plus de 21 ans qui ont pu voter et il fallait qu'ils habitent en Savoie depuis plus de 6 mois. Donc ces fameux jours d'avril 1860, les 22 et 23 avril, il n'y avait pas d'isoloir, il n'y avait pas de bulletin non, avec l'obligation de voter, y compris pour les malades. Les militaires français se déplaçaient directement chez les gens pour les faire voter, ou sinon ceux-ci allaient voter directement en sortant de la messe. Et toutes les personnes dont l'État savait qu'ils allaient voter autre chose que pour la France avaient eu des menaces ou avaient même carrément été déportés. Donc, à la fin de ces élections, la France a obtenu la Savoie avec un taux de participation de plus de 100%, puisque certaines communes comme Bonneville, par exemple, avaient obtenu 105% de oui. Sur ce taux de participation record, ils ont obtenu donc 99,98% de oui pour l'annexion de la Savoie à la France. Donc, si je comprends bien, ce référendum s'est tenu sous contrôle militaire, sans isoloir, sans bulletin de vote non, avec un seul bulletin oui, et tous ceux qui se sont publiquement indignés contre ce déni de démocratie ont été déportés. Il y avait deux bulletins. Il y avait le bulletin oui pour 3 provinces de Savoie, Savoie propre, Maurienne et Tarentaise, et il y avait un bulletin oui et zone pour le Chablais, le Genevois et le Fautigny. C'est-à-dire que les territoires étaient rattachés effectivement à la France, mais avec des avantages fiscaux par rapport à la Suisse. Donc, dans les villes savoisiennes proches de la Suisse, il y avait le choix entre deux oui, oui ou oui-zone, les deux signifiant oui à l'annexion, mais le oui-zone en créant des zones franches. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont des zones franches ? Les zones franches ont été établies donc par la Savoie par rapport à la République et canton de Genève, puisque ce territoire n'avait pas beaucoup de zones maraîchères. Et donc un avantage avait été fait entre le Fautigny, le Chablais et le canton de Genève
pour faciliter la vente des produits de part et d'autre de la frontière française. Tout ce qui était produit maraîcher principalement, fabriqué en Savoie, était revendu donc dans la zone franche suisse sans taxe. Et tout ce qui était matériel qui venait de Suisse et qui arrivait dans la zone franche de Savoie était également exempt d'impôts. D'accord. Vous pouvez le voir par exemple avec des véhicules, surtout des véhicules japonais, chinois, coréens qui sont immatriculés chez nous en TTW ou TTQ. Ce sont des véhicules que les gens achètent hors taxe et ils ne payent la taxe qu'au moment de revente du véhicule. Y a-t-il eu un démembrement rapide par la France de vos institutions en passant d'un État de Savoie à 2 départements français? Une des institutions les plus importantes qui a été supprimée par la France, c'est la Banque de Savoie, qui était une petite banque au départ, avant 1860, et qui est devenue une banque très forte, qui a été même plus forte que la Banque de France, tout simplement parce que notre Banque de Savoie était uniquement basée sur les métaux, alors que la Banque de France était basée sur la pierre, c'est-à-dire que les emprunts se faisaient nous en achetant de l'or, de l'aluminium, tous les métaux qui sont assez chers, alors que la Banque de France, elle, achetait des immeubles et faisait sa plus-value en revendant les logements, les choses comme ça. Et comme les métaux sont de plus en plus rares déjà à l'époque, forcément, il n'y a aucun métaux dont le cours baisse depuis 1860. Par contre, la pierre, elle, fluctue énormément d'une année à l'autre en fonction des revenus de chacun. Du coup, en 5 ans, la Banque de Savoie est devenue beaucoup plus forte que la Banque de France. Et l'État français, donc Napoléon III, a racheté la Banque de Savoie au prix qu'elle valait en 1860, pour ne pas avoir à débourser trop d'argent. Et tout l'or qui était dans la Banque de Savoie à Annecy a été transporté par train une nuit dans des banques françaises, on ne sait pas où. Ça s'appelle du vol de finances d'État. On peut l'appeler comme ça, je n'ai pas osé dire les mots. Ensuite, il y a eu le découpement en 2 départements, le département de la Savoie et de la Haute-Savoie. La couture et la haute couture diront certains, ou la trahison et la haute trahison diront les autres, ça dépend de quel département on se trouve. Et toutes les écoles très influentes de Savoie ont été fermées dans les années suivantes. On avait des très grandes écoles et on se retrouve aujourd'hui avec des DUT sur Annecy, sur Chambéry, mais on n'a plus d'école d'avocats, plus d'école de notaires, plus d'école de magistrature, ça s'arrête à des DUT. On a un peu de droit, mais pas pour être avocat ou notaire. Aujourd'hui, si on veut faire des hautes études, on n'a pas d'autre choix que de partir sur Grenoble, le plus proche, voire Lyon, ou ailleurs dans la France. Comment la France a fait chez vous le ménage de votre histoire? La France a détruit la majorité des livres d'histoire en 1919, un livre pour les écoles jusqu'au CM2. C'était pas anodin, ils ramenaient tous les livres d'histoire au centre de la cour d'école et ils mettaient le feu. On a des communes qui disaient qu'ils comptaient le nombre d'écoles dans une commune au nombre de feux qu'ils voyaient. Vous pouvez nous expliquer de quoi parlait ce manuel scolaire français? C'est un livre sorti au départ en 1903, l'abrégé d'histoire de la Savoie en 10 leçons, écrit par Crestin et Vermal. C'est très facile à lire, qui rappelait l'histoire de la Savoie jusqu'en 1860, qui après revenait sur l'histoire de France en Savoie depuis 1860. Alors, j'ai consulté ce livre en version numérique sur le site Gallica et il faisait déjà une part belle au roman national français en parlant entre autres de la Révolution. Est-ce que c'est parce qu'il ne niait ni les invasions militaires françaises de votre pays, ni l'indépendance passée de la Savoie que vous pensez que la France l'a fait brûler? Il a été détruit parce que justement il racontait la grandeur de la Savoie avant 1860 et pas l'histoire de la petite Savoie que la France a sauvée en 1860 en l'intégrant dans ses territoires. Durant les discussions ayant abouti au traité de Versailles de 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale, a éclaté chez vous, en Savoie, une crise politique connue sous le nom de l'affaire des zones, parce que la France voulait dénoncer le traité de Turin de 1860 et supprimer les zones franches existantes entre Savoie et Suisse. Est-ce qu'il n'y a pas là, d'après vous, un lien direct entre cette affaire politique et l'incendie de ces livres scolaires ? C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir s'il y a un lien entre le traité de Versailles qui demandait la suppression des zones franches et de la zone neutre et ce livre. Ces 2 choses-là ont certainement un point commun, mais qu'aujourd'hui on ne connaît pas. Quelles ont été les conséquences directes de cette annexion française pour votre économie ? Alors il y a déjà eu une grosse difficulté financière de la part de la Savoie,
puisque 90% de ce qui était fabriqué en Savoie avant 1860 partait pour ce qui était le Piémont, le Val d'Aoste, la Sardaigne, qui sera l'année d'après l'Italie. Et donc en 1860, les gens, quand on est devenu entre guillemets français, n'ont pas pu vendre leurs produits pour la France puisqu'ils n'étaient pas prévus pour eux, mais en plus s'est retrouvé avec une taxe sur les produits qui partaient justement dans la future Italie. Donc la Savoie a déjà mis un certain temps pour se retourner afin d'avoir des produits qui soient acceptés par les Français, qui ne soient pas taxés. Et donc ça a déjà fait pas mal de mal à la Savoie. Vous venez de parler de produits savoisiens qui n'étaient pas adaptés au marché français. Quels étaient ces produits et pourquoi vous dites qu'ils n'étaient pas adaptés? Ça va être, on va dire, l'ancêtre du décolletage. C'était les premières pièces qui étaient fabriquées, mais c'est vrai qu'on ne parlait pas de normes à l'époque, mais chaque pays avait quand même ses idées, ses envies, ses besoins, et tous les pays étaient un peu différents, et on le voit aujourd'hui, hein. Quand on fabrique un véhicule, on l'adapte en fonction des marchés. Il n'y a pas un véhicule qui fait vraiment tous les pays du monde, sans exception. Alors, qu'est-ce que le décolletage, Fabrice ? Le décolletage, c'est la fabrication des pièces en micromécanique, de la vis à tous les engrenages. Commencé avec Genève, puisque Genève appartenait à la Savoie avant 1815, la capitale de l'horlogerie. Tous les tourneurs, les fraiseurs, ceux qui faisaient toutes les pièces dont on a besoin pour une montre, utilisaient la pression de l'eau pour faire tourner les machines, usiner leurs pièces, et ensuite monter les montres avec toutes ces petites pièces. Et à la fin de la journée, la pompe qui prenait l'eau dans le lac continuait de tourner. Et donc, comme ça faisait une surpression dans les tuyauteries des fabricants, il y avait une soupape de sécurité. Et en fait, ça faisait un jet d'eau. C'est pour ça qu'on a un jet d'eau à Genève. C'était la fin de la journée, toutes les usines qui arrêtaient de travailler. Et le matin, quand ils remettaient leurs machines en route, au fur et à mesure que les machines étaient mises en route, ce jet d'eau rediminuait. La France a-t-elle organisé chez vous des réseaux de transport efficaces pour les Savoisiens ou, comme pour la plupart de ces autres colonies, a-t-elle privilégié les axes province-Paris ? Alors, il faut savoir que toutes les lignes de chemin de fer étaient prévues avant 1860. La France, en 1860, a repris simplement le circuit qui était prévu par le roi de Savoie-Piémont-Sardaigne, et le dernier kilomètre de rail a été posé en 1905. Depuis 1905, il n'y a pas eu un seul nouveau kilomètre de rail, simplement un doublement de la voie depuis Chambéry jusqu'à Bourg-Saint-Maurice grâce aux Jeux Olympiques de 1992. Sinon, la France a supprimé beaucoup de lignes, comme la ligne qui partait d'Annemasse et qui montait jusqu'à Samoin, Sixte-Sarracheval, la ligne qui allait de Évian jusqu'à Saint-Gingolph, la ligne qui allait d'Annecy jusqu'à Albertville. Ce sont toutes des lignes que la France n'a pas trouvées rentables et qui aujourd'hui nous éviteraient d'avoir beaucoup de kilomètres de bouchons l'hiver. Mais malheureusement, ça serait impossible de remettre des rails à ces endroits-là à cause de la population et des bâtiments qui ont été construits. Aujourd'hui, on se retrouve avec juste 3 aéroports, Annecy, Chambéry, Écrivain et puis Annemasse, mais avec très peu de départs. Il n'y a que vraiment Lyon et un peu Paris qui sont desservis par ces lignes. Sinon, il faut partir à Genève pour avoir le plus gros aéroport. Tout ce qui est autoroute, on a eu beaucoup de constructions qui ont été faites dans les années 60, 70, jusque dans les années 80. Encore une fois, on a eu un agrandissement du parc autoroutier du côté d'Albertville pour les Jeux Olympiques de 92. Pour tout ce qui est après circulation, on a une route départementale qui est la plus chère de France, le Val d'Arly, qui relie Megève à Albertville, en passant par Ugine, qui encore aujourd'hui est fermée pour cause de travaux. Ils reconstruisent encore des tunnels puisque la route a tendance à s'écrouler assez souvent. Elle est fermée à peu près 3 ou 4 mois par an depuis une trentaine d'années. Après, grâce, on va dire, au décolletage, puisqu'on a la capitale mondiale du décolletage avec Cluses dans le Faucigny, qui se trouve dans la vallée de l'Arve, du coup, l'autoroute est mise très rapidement jusqu'à Cluses pour pouvoir faire les livraisons des pièces, soit en direction de l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc, soit par l'autoroute qui sera ouverte fin 80 par Bellegarde pour aller sur Paris. Quelles étaient vos langues en Savoie? Est-ce que la France vous a aussi imposé le français comme elle l'a fait pour nous? Alors, la France ne nous a pas imposé le français puisqu'on parlait déjà français avant que la France l'utilise pour ses textes de loi. Elle était encore au latin alors que nous étions déjà au français. Nous avions donc plusieurs langues pour pouvoir communiquer un peu avec tous les pays qui nous entouraient. Le franco-provençal pour pouvoir discuter avec tout ce qui était Grenoble, Vienne, Valence là-bas.
On avait le piémontais pour pouvoir parler avec les piémontais. Et on avait aussi l'arpitan pour pouvoir commercer avec le canton de Vaud et puis un peu le Val d'Aoste. Donc on avait vraiment plusieurs langues, plus après des patois qui étaient dérivés de ces langues, des patois qui ne s'écrivaient pas du tout de la même façon d'une province à une autre, voire même à l'intérieur d'une commune, mais avec une particularité que la consonance des mots était très proche. Même si on ne connaissait pas la langue de patois, on va dire, d'une autre commune, on arrivait à se faire comprendre avec des mots qui se ressemblaient quand même assez. Après, comme je vous disais, le français était la langue déjà officielle pour la Savoie depuis à peu près 1300 et quelques. Donc, c'est très facile pour nous de remonter dans les archives, de tout lire. Pas dur du tout de faire de la généalogie, puisque tout était déjà écrit en français. Il faut d'ailleurs savoir que la mère de François Ier n'est autre que Louise de Savoie. Et Louise de Savoie parlait déjà français. Donc, c'est tout naturellement que lui a mis le français en place pour la France, puisqu'il parlait déjà très bien sa langue de par sa mère. Nous avions aussi l'Académie salésienne. Cette académie était antérieure à l'Académie française. Donc nous avions déjà plein de gens qui travaillaient sur la langue, on va dire française, puisqu'elle n'a pas encore de nom. François Ier ne l'a pas encore décrété pour la France. Qui travaillaient justement pour faire de cette langue le plus facilement possible quelque chose d'écrit. Donc il serait assez juste aujourd'hui de dire que les Français ne parlent pas français, mais qu'ils parlent savoisien? Alors, ils ne parlent pas savoisien, puisque nous, on ne parlait pas le savoisien. C'est pas une langue reconnue. La langue reconnue, c'est la langue française. C'est toujours un peu difficile de savoir qui est arrivé entre l'œuf et la poule. Malgré l'emploi de la même langue, est-ce que certains mots de la langue française vous ont été imposés? Le premier, ça va être savoyard. Savoyard, c'est le côté péjoratif de savoisien. Tout comme on va dire un salaud, un salopard, un savoisien va devenir un savoyard. Si vous connaissez Ubu-Roi, vous avez à un moment une tirade avec toutes les insultes en art, et l'une de ces insultes, c'est savoyard. Effectivement, la France, pour toujours rabaisser ses colonies, nous avait affublé de savoyard au lieu de savoisien. Maintenant, pour nous, ça ne nous dérange plus trop. On va dire le savoyard, c'est l'habitant du département de la Savoie, le haut-savoyard, l'habitant du département de la Haute-Savoie, et le savoisien, c'est l'habitant du pays de Savoie. Nous, ça nous permet de faire un peu la différence. Maintenant, si on voulait, on pourrait très bien dire, au lieu de dire un Parisien, on pourrait dire un Parisard. Après, on a les nombres, avec 70, 80 et 90, qui sont passés à 70, 80 et 90. Après, ça va être un peu sur la prononciation. Quand les gens viennent chez nous, ils aiment bien prononcer les dernières lettres. Donc, Chamonix, entre autres. Mégève, la Giétase, des mots bien connus, mais voilà, nous on va pas à Paris, on va pas à Troyes non plus, on va bien à Paris ou on va à Troyes. Il faut savoir que les AZ se prononcent E, surtout quand elles sont derrière une double consonne. Comme la Giétase, ça se prononce la Giette. Les X de fin de mot, c'était pour un peu différencier la consonance française et la consonance italienne. Chamonix, c'est devenu Chamonix avec un X, mais on ne prononce pas le X. La Clusa, il y a un Z, mais on ne le prononce pas non plus. On dit la Clusa, pas la Clusaz. C'est toutes des particularités de Savoie. Voilà. Pour quelle raison, Fabrice, vous êtes-vous retrouvé en prison? J'ai fait 3 mois de prison donc en 2015 pour une affaire qui remontait en début 2010 et 2012. Pour avoir circulé avec des plaques supposées fausses, puisqu'ils n'ont jamais pu prouver que ces plaques étaient fausses, à savoir, donc pas des plaques savoisiennes, mais des plaques diplomatiques. Des plaques diplomatiques, donc en caractère orangé sur fond vert, immatriculé 383 CD2, CD pour corps diplomatique. 383, le numéro dans la série à l'ONU, sachant que ça s'arrêtait à 382 à l'ONU, nous on avait pris 383 pour l'État de Savoie. Et le numéro 2 parce que je ne considérais pas la personne la plus importante de Savoie. J'ai fait l'objet d'une première condamnation en 2010 et en 2012, j'ai fait l'objet d'une deuxième condamnation qui est tombée un peu aux oubliettes. Donc fin 2014, nous sommes entrés à l'UNPO et j'ai pu pour la première fois m'exprimer à l'ONU à Genève devant tous les peuples et la France y est opposée. Comme on avait fait une association dans laquelle on demandait la reconnaissance du peuple de Savoie auprès des instances internationales telles que l'ONU, on a présenté le journal officiel français qui acceptait cette association. Et donc, du coup, la France est obligée de nous laisser nous exprimer face à tous les représentants de tous les pays du monde.
On n'a eu que 3 minutes, mais ces 3 minutes n'ont pas du tout plu à l'État qui, 15 jours après, me convoquait au tribunal, justement, donc dans cette affaire de plaque d'immatriculation, en disant que je n'avais pas payé l'amende, parce que je n'avais pas pu faire appel, puisque je n'avais jamais reçu la condamnation. Donc j'ai été condamné à 90 jours de prison, sans mandat de dépôt. C'est-à-dire C'est-à-dire que je pouvais rentrer chez moi et j'attendais donc de recevoir l'injonction de faire ma prison. Puisqu'en France, théoriquement, quand on a moins de 2 ans de prison, on ne les fait pas. Et début janvier, j'ai reçu une convocation par une gendarmerie de Bonneville pour avoir organisé, début 2014, une manifestation non déclarée. J'étais envoyé donc à la gendarmerie le matin. J'ai dit aux gendarmes, ça ne vous sert à rien de me mettre en garde à vue et je finirai en prison. Il me dit, ça ne me dérange pas de vous mettre en garde à vue puisqu'il n'y a aucun juge qui a signé le papier d'incarcération, de mise sous écrou. Pour moi, vous êtes un homme libre. Quand l'avocate a dit, c'est bon, c'est fini, tout est libre, qu'elle sortait souriante et confiante parce qu'ils n'avaient rien contre moi, et que là, le gendarme dit, il y a la mise sous écrou qui vient de tomber, je ne peux pas vous laisser repartir. L'avocate était sortie de la gendarmerie comme par hasard juste avant, donc elle ne pouvait pas revenir. Il y a vraiment la colère. Donc, parce que vous aviez été condamné à 3 mois de sursis pour des plaques d'immatriculation, un juge vous a condamné à 3 mois ferme parce que vous n'aviez pas déclaré une manifestation. Mais qui peut faire ça? J'avais déposé des plaintes contre le maire de Bonneville, contre le préfet, contre le procureur de Bonneville. C'est le procureur qui a fait des pieds et des mains pour trouver un juge qui signe ma mise en détention. Un juge avait signé dans la journée le mandat de dépôt. Donc à la fin de ma garde à vue, je suis allé directement en prison sans revoir ma famille, mon fils ni ma femme. Donc j'ai fait mes 3 mois de prison à partir du 28 janvier jusqu'au 7 avril 2015. Pour une affaire de plaque, mais en fin de compte, qui cachait le fait que je m'étais exprimé à l'ONU. La France voulait que j'arrête de m'exprimer là-bas. Mais comme je m'étais exprimé une fois, depuis, j'y vais tous les ans, au moins une fois par an, et je m'exprime à chaque fois. Personne n'a trouvé suspect qu'on vous ait condamné à de la prison ferme pour des motifs aussi légers? Le lendemain de mon incarcération, j'ai le directeur de la prison qui est venu me voir avec un gros dossier qu'il a posé sur le bureau. Bon, il pouvait mettre ce qu'il voulait, ça pouvait être des feuilles blanches, je n'en sais rien du tout. Mais il m'a dit, je voudrais votre version, je ne crois pas en la version qui est là. On ne vient pas en prison pour des plaques d'immatriculation et pour avoir refusé de présenter des papiers d'identité. Pourtant, quand on parle de ce qui s'est passé à l'ONU quelques mois avant, c'est déjà plus logique. Mais après, on va dire qu'on est conspirationniste. Donc le directeur de la prison lui-même s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas du tout avec les habituelles détentions. Tout à fait. Et c'est pareil, quand quelques jours plus tard, les gendarmes sont revenus à la prison et se sont excusés de la façon dont c'était passé, il y a quand même un gros problème. Et là, Fabrice, du jour au lendemain, vous vous retrouvez en prison et à l'isolement. J'ai pas été réellement à l'isolement parce que ça s'appelait pas comme ça. J'étais en quartier arrivant. Le quartier arrivant, c'est un endroit où quand on vient, on reste entre 8 et 10 jours pour s'acclimater, entre guillemets, à la prison. Moi, j'y suis resté 1 mois. Quand on est en quartier arrivant, en fait, on n'a plus de droits. C'est même pire que l'isolement. L'isolement, vous êtes seul dans votre cellule. Là, j'étais de toute façon seul dans ma cellule, alors que l'autre était à 3 dans une cellule de 2. Le quartier de Bonneville étant sur population. Et moi, j'avais le droit à une cellule pour moi tout seul. Par contre, je n'avais aucun droit à côté. Je ne pouvais pas aller à la bibliothèque, je ne pouvais pas aller faire de sport, je n'allais pas en promenade avec les autres. J'étais vraiment seul à ce moment-là. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait la grève de la faim et de la soif. Ça me permet de sortir de ma cellule tous les jours. Il fallait que j'aille à l'infirmerie pour vérifier mon poids, vérifier le sang et tout ça. Donc ils vous ont laissé pendant 1 mois dans une cellule où vous n'aviez accès à rien d'autre comme les autres détenus. Voilà. Je n'avais pas de courrier, je ne pouvais pas écrire, j'avais aucun contact avec l'extérieur, donc je ne pouvais pas savoir comment allait ma famille. C'est assez dur moralement. Comment pendant cette période-là, on arrive à tenir mentalement, à pas tomber dans des excès de colère ou dans la folie ou dans le désespoir justement de cette torture psychologique? Par rapport à ma famille surtout, parce que moi j'avais besoin d'elle, elle avait besoin de moi. C'est ça qui fait tenir. Après, c'est pareil, je sais que la cause pour laquelle je me battais était la bonne cause. Je me disais, si j'avais tort, l'État n'en aurait pas fait autant pour me faire taire. D'ailleurs, si j'ai arrêté la grève de la soif au bout de 4 jours, quand au bout de 4 jours, on s'aperçoit qu'on n'arrive même plus à s'exprimer, quand on veut faire des phrases, on n'y arrive même plus, c'est pas les bons mots qui sortent. Et je dis là, c'est bon, si c'est pour plus savoir m'exprimer, ça sert à rien que je continue ça. Donc j'ai arrêté la grève de la soif, j'ai continué la grève de la faim.
faisais ma prise de sang tous les matins, je vérifiais le glucose, puis vérifiais mon poids, mais l'État n'en avait rien à foutre. On voit bien, à partir du moment où on dérange, on peut faire ce qu'on veut. L'État français, il me laisse faire. Il voulait même que je signe un papier pour dire que c'est moi qui faisais la grève de la faim et que j'en assumais toutes les conséquences. Si tu meurs, personne ne pourra se retourner contre nous parce que tu n'es plus là. C'est incroyable. Une torture psychologique. Voilà, tout à fait. Pareil, pendant toute la détention, je n'ai jamais pu avoir un avocat. J'ai vu ma famille qu'au bout d'1 mois et demi, alors que n'importe quel criminel, n'importe quel pédophile peut voir sa famille au bout de 8 jours. Oui. Il doit y avoir des moments où il y a la colère qui doit vouloir l'emporter, non? La frustration, je vais dire. La seule chose que je retiens, moi, de cette incarcération, c'est le point positif. Parce que je vois le tollé que ça a fait en Savoie, et un petit peu ailleurs aussi, où les gens ne comprenaient pas. J'ai beaucoup de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je me battais pour la Savoie, ils comprenaient encore moins pourquoi j'étais en prison pour des trucs aussi aberrants. Et des gens qui n'ont jamais voulu entendre parler de la Savoie sont venus me voir pour que je leur explique. Pour ça, c'est une nouvelle victoire. Et effectivement, si j'avais sombré à l'époque, j'aurais jamais pu en reparler derrière avec eux et ça n'aurait pas fait avancer les choses comme ça l'a fait. Même parmi les gendarmes, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Je me refais contrôler en 2017 par une gendarmette pour un contrôle alcoolémie et qui me dit mais vos plaques sont pas conformes. Donc on commence à parler des plaques savoisiennes et puis elle me dit mais je me souviens de vous, c'est moi qui vous ai pris en photo quand vous étiez en garde à vue. Et elle me demande ce qu'il en est devenu justement de ces plaques diplomatiques et je lui explique que j'ai fait mes 3 mois de prison. Et elle n'en revenait pas non plus. Ça a vraiment frappé les esprits. Pour ça, je reste positif quand même. Est-ce que vous avez effectué l'intégralité de ces 3 mois de condamnation? Alors, je suis resté donc du 28 janvier jusqu'au 21 février en quartier arrivant. Le 20 février, j'ai les avocats de l'UNPO qui sont passés à la prison de Bonneville pour me voir. L'accès leur a été refusé, mais suite à leur passage, ils m'ont mis en tant que prisonnier normal. J'étais toujours seul dans ma cellule, mais j'avais le droit quand même d'aller maintenant à la bibliothèque 1 fois par semaine, d'aller faire du sport 1 fois par semaine, alors que les autres pouvaient y aller 3 fois, et je pouvais aller en promenade 1 fois par jour. Après, ce qui était de promenade, ils mettaient des visites fantômes. C'est-à-dire que pendant l'heure de promenade, on me disait que j'avais une visite, alors que je n'en avais pas de prévu. Et du coup, je ne pouvais pas aller en promenade parce que je devais aller à cette visite. Quand j'allais à la visite, il n'y avait personne. Donc je restais 3/4 d'heure tout seul dans la cellule de visite. Et à la fin, au lieu d'aller en promenade, je retournais directement dans ma cellule. Ça, ils s'amusaient à le faire de temps en temps pour éviter que je sorte. Et après, je suis sorti le 7 avril. J'avais le droit à une remise de peine de 7 jours par mois de prison, donc à 21 jours. Donc, au lieu de sortir le 28, je suis sorti le 7. Comme c'était ma première fois que j'allais en prison, je devais avoir le droit à 21 jours supplémentaires de remise de peine qui ne m'ont pas été accordés. Ça a été refusé le 2 avril, mais comme le temps que je fasse appel, l'appel est passé après que je sois sorti. Je n'ai pas eu le droit à la remise de peine comme j'aurais pu avoir en tant que prisonnier normal. Vous fabriquez et distribuez également des plaques d'immatriculation et des papiers officiels savoisiens. Pouvez-vous nous dire en un mot ce qu'ils sont et dans quel cadre juridique vous les réalisez? Alors, donc on a fait une association en 2014 pour la délivrance de tous ces documents qui a été acceptée par l'État français, puisqu'on a fait une association loi 1901 qui est parue au journal officiel. Donc dedans, c'est écrit clair et net la délivrance des cartes d'identité, permis de conduire, passeport, les plaques d'immatriculation savoisienne. Donc les plaques d'immatriculation savoisienne, c'est simplement les numéros français, mais à la place de l'Europe et du F, on a nous la Savoie, donc le drapeau de Savoie avec marqué SE dessous. On ne peut pas marquer le S parce que c'est la Suède. Donc on a pris le SE. Et à droite, à la place de la région et du département, on a mis, nous, les provinces. Donc Faucigny, Genevois, Chablais, Maurienne, Tarentaise, Savoie propre, avec le drapeau de la province et la première et la dernière lettre de chaque province. FY pour Faucigny, GS pour Genevois. Et donc on circule avec ces plaques d'immatriculation, nos cartes d'identité, nos permis de conduire. La carte d'identité nationale de Savoie, c'est uniquement pour les personnes qui sont nées en Savoie ou qui habitent et travaillent depuis plus de 10 ans en Savoie. Après, on peut être la femme d'un Savoisien ou le mari d'un Savoisien, les enfants d'un Savoisien qui sont nés à l'étranger, mais il faut au départ qu'il y ait un Savoisien pour que la personne puisse prétendre être savoisienne. Pour le permis de conduire, il faut que la personne soit titulaire d'un permis de conduire, français ou étranger, en cours de validité. C'est un permis de conduire qui est obtenu en équivalence à un permis existant.
on n'a pas la faculté de pouvoir délivrer un vrai permis puisqu'on ne peut pas faire d'examen. Donc une personne qui perd son permis de conduire suite à une perte de points n'a plus de permis savoisien. Le permis savoisien, il va avoir une durée de validité qui est équivalente au permis d'origine. S'il a un permis B, il n'a pas de durée de validité, son permis savoisien n'a pas de durée de validité. Par contre, s'il a un permis C ou D, camion ou bus, qui sont valables que 5 ans, son permis savoisien est valable 5 ans. Est-ce que ces plaques et documents savoisiens adaptés à votre pays vous permettent une utilisation reconnue par d'autres et est-ce qu'ils vous valent parfois des ennuis? Les cartes d'identité, on n'a encore pas eu de soucis avec. Pour l'instant, les gendarmes, ça ne les dérange pas. Les permis de conduire, moi, j'ai été condamné pour les avoir délivrés en première instance et j'ai été relaxé en appel. J'ai été relaxé aussi pour le permis de conduire en appel. Et on a plusieurs personnes qui ont été relaxées donc pour avoir utilisé ces documents sur le sol français. Aujourd'hui, on a la circulation qui se fait correctement sur l'ensemble de l'Europe, en tout cas. Je suis monté jusqu'à Bruxelles et jusqu'à La Haye avec les plaques savoisiennes. Donc, je suis allé en Sardaigne, j'ai loué des véhicules en Sardaigne avec mon permis savoisien. J'ai loué des voitures à Bruxelles avec mon permis savoisien également. On n'a aucun souci avec nos documents. Après, à l'étranger, il n'y a qu'en Suisse où on a eu des petits soucis avec les plaques savoisiennes, dont la dernière fois, donc, ça a été relaxé. On attend de savoir s'il y a un appel qui va venir par rapport au procureur sur ces plaques. On en saura plus derrière. Avez-vous réussi par votre action militante et vos prises de parole à être entendu? Peut-être pas entendu, mais écoutez, c'est déjà pas mal. Écoutez à l'ONU, écoutez au Parlement européen. On a pu s'exprimer aussi au Parlement écossais et au Parlement flamand. On a rencontré M. Puigdemont, on a pu rencontrer pas mal de gens comme ça. Ça nous a permis de nous faire connaître en dehors de nos frontières. Parce que c'est vrai que dès qu'on arrivait dans l'Ain, dès qu'on arrivait dans le Rhône, dès qu'on arrivait en Isère, les Savoisiens, personne ne connaissait. Aujourd'hui, je pense que pas plus de monde nous connaissent en France, mais on sait qu'à l'international, on est déjà bien plus reconnu. On a pu discuter avec des ambassadeurs, avec des consuls, avec des représentants d'État à l'ONU, la Russie, l'Ukraine. Même si les peuples ne nous connaissent pas vraiment, on sait qu'en haut lieu, les gens savent qu'il y a un problème en Savoie. Après, grâce à l'UNPO, donc l'Organisation des peuples et nations non représentées à l'ONU, on a pu discuter aussi avec beaucoup de peuples qui sont opprimés différemment de nous. Parce que c'est vrai que nous, on n'a quand même pas des attaques militaires tous les jours. On n'est pas comme les Papous, on n'est pas comme certains peuples, même les Kabyles, oppressés à ce point-là. On circule avec nos cartes d'identité, nos plaques d'immatriculation, nos permis de conduire. On n'est pas embêté plus que ça par la maréchaussée française. Alors qu'en Kabylie, le simple fait de se déplacer avec un drapeau kabyle, vous êtes embarqué tout de suite. Quand vous allez en Papouasie, le simple fait de dire que vous êtes Papou et que vous n'êtes pas indonésien, vous faites d'abord rouer de coups et après on vous pose des questions si vous êtes encore en vie. On a des différences de traitement qui sont nettes, mais la finalité est la même. Le harcèlement est plus moral en France et beaucoup plus physique chez d'autres peuples. Donc de ce côté-là, oui, on a pu faire bouger les choses. On le voit d'ailleurs en Suisse aujourd'hui, puisqu'on nous verbalise en Suisse avec confiscation des véhicules, mise de jour amende, quand on roule avec des plaques savoisiennes en Suisse. Là, on a eu une première relâche cette année au mois de juillet. Et du coup, maintenant, comme ils savent que sur les plaques, ils peuvent plus en faire grand-chose, ils essaient de partir sur le fait qu'on a des cartes d'identité et des permis de conduire savoisiens. Donc, on voit qu'on dérange. Et comme la France ne fait rien à son niveau chez nous, on a l'impression qu'ils le font avec d'autres États pour essayer de nous bloquer. Qu'est-ce qui vous est le plus demandé, Fabrice, entre les cartes de nationalité, les permis ou les plaques d'immatriculation? Et est-ce que vous êtes satisfait du nombre de Savoisiennes et de Savoisiens qui vous ont déjà fait des demandes? Les plaques d'immatriculation, on n'en fait pas tellement. On en fait quelques-unes, mais c'est pas le principal. Mais les cartes d'identité, on en fait beaucoup pour les familles aussi, parce que souvent, c'est les parents et les enfants qui les demandent en même temps. Les permis de conduire, c'est vrai qu'on a surtout des hommes qui demandent des permis de conduire savoisiens. Par rapport à ce qu'on pensait faire, on est au-dessus de nos prévisionnels, donc on est content. Que peut-on souhaiter, Fabrice, au peuple savoisien pour le futur et pour la Savoie? La même chose que la Bretagne, l'indépendance. Je crois que c'est la chose la plus importante. Après, si on pouvait déjà commencer au moins par une certaine autonomie, si on avait déjà pu avoir, rien que face au Covid,
Un blocage des frontières de la Savoie, je pense qu'on aurait déjà pu limiter beaucoup la propagation du Covid. On va pas revenir sur ce qu'a fait l'État français, puisque malheureusement, entre ce qui s'est passé au mois de février et ce qui se passe aujourd'hui, il y a tellement eu de renversement de situation, de recul, de marche avant, marche arrière de l'État. Quels sont les réels risques? On va pas dire on aurait fait ci ou ça, on n'a pas toutes les données, on les donne au compte-gouttes, mais je pense qu'en plus, si on nous donne ce qu'on veut, on aurait peut-être agi différemment. C'est vrai que le blocage des régions, dès le départ, pour moi, était une chose qui aurait été logique. Si on avait eu une Savoie unifiée, je pense qu'on aurait pu gérer différemment et avoir d'autres informations. Bon, on va essayer de faire découvrir l'histoire de la Savoie le maximum en Bretagne et on espère que cette émission aussi en Savoie va permettre à des Bretons, à des Savoisiens ou à toute autre personne de découvrir l'histoire. Voilà. On vous remercie Fabrice pour cette émission qui était passionnante. Merci Brazier. Merci bien. Ah oui. Kenavo.